On va encore dire quelques mots sur le Mali où 2 casques bleus ont été tués et d'autres blessés dans les attaques le samedi dernier contre la MINUSMA. Nous accueillons Dimas Sikodo, directeur de publication de Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir David et Johannes. Bonsoir. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. David, on évoquait l'efficacité même des missions onusiennes dans les pays où elles sont déployées. Oui, justement, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que cette institution revoie un peu ses stratégies de déploiement et de maintien de la paix dans ces zones-là. Vous voyez un peu les résultats que les Américains sortent parfois. Même s'il y a des pertes en vies humaines, on a en face beaucoup de dégâts qui sont créés par ces armées au sein des terroristes. Les talibans en Afghanistan, c'est grave. Quand les Américains sortent, ils frappent. Et donc, l'ONU doit comprendre qu'avant aussi de déployer son personnel dans certains pays, il faut faire des études techniques, même si elles sont faites au préalable. Il faudrait renforcer ces études pour savoir comment, justement, faire des dégâts aussi de l'autre côté. Parce que depuis que la MINUSMA a été déployée au Mali, il y a plus de morts dans les rangs de cette institution, peut-être que de morts dans les rangs des djihadistes. Au-delà des Français qui avaient appuyé entre-temps le combat qui est mené dans le nord du Mali, on ne voit pas des résultats assez intéressants sur ces différentes missions de maintien de la paix que l'ONU déploie dans certains pays, surtout en Afrique. Dimanche, l'opération de la MINUSMA au Mali a endeuillé le samedi dernier, même des blessés, dont des soldats togolais. Oui, malheureusement, c'est le quotidien de ceux qui sont en mission dans le camp des Nations Unies. Les missionnaires, eux, peut-être ils vont de bonne foi, parce que c'est leur pays qui leur demande d'aller. Mais l'objectif caché même de l'Occident, en mettant sur pied ces missions, sont des objectifs cachés. Vous n'êtes pas sans savoir les griefs, les chapelets de griefs qui sont retenus contre la mission, du moins c'est le contingent français au sein de cette mission. Tout ça amène de l'amertume dans le cœur de ceux qui sont supposés être rebelles ou ceux qui se sentent plus nationalistes et qui manifestent leur impuissance par le petit moyen qu'ils ont à leur disposition pour défendre le bien commun ou bien du moins le bien national. C'est malheureusement ça. Vous savez qu'il est reproché, du moins au sein de l'opinion, à la France de créer une zone de guérilla qu'elle défend en profitant de cela pour exploiter des minerais dans ces zones. Ouais. Alors, quand les gens entendent cela, avec des images à l'appui, vous savez que c'est des images qui ont circulé sur l'Internet et un peu partout. Et quand les gens apprennent cela, ils sont amers. Et ils veulent dire, bon, autant mourir que de vivre, c'est cette misère. Surtout que c'est une misère corrosive dans ces contrées-là, où vous allez voir des milieux où vous n'allez même pas trouver de l'eau à boire, vous n'allez même pas trouver de nourriture, c'est difficilement que vous trouvez quelque chose, et des gens sont obligés de décimer au jour le jour leur chameau pour pouvoir avoir un peu d'eau pour survivre. Et à côté, il y a des gens qui sont censés venir vous protéger, vous sortir de l'ornière, qui essaient plutôt d'exploiter les minerais. Ça fait mal. Et donc, c'est ça qui provoque peut-être certaines assauts, certaines attaques contre ces missions. Or, ces missions sont censées s'interposer entre deux belligérants. Mais ici, on ne sait pas contre qui ou bien entre qui ces missions s'interposent. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un front des rebelles là-bas? Non. On est dans une guerre asymétrique. Oui, voilà. Justement, dans une guerre asymétrique. Donc,
On attend voir ce que ça va donner. Bon, malheureusement, il y a des compatriotes. Ce que nous allons prier pour que ces compatriotes puissent retrouver leur santé, nous revenir sains. C'est tout ce qu'on peut dire. Et prier aussi qu'il y ait la paix au Mali. Second sujet, c'est le Gabon. L'hospitalisation d'Ali Bongo alimente de folles rumeurs, vivant ou pas vivant. En tout cas, depuis le week-end, Ali Bongo est donné mort sur la toile. La présidence gabonaise a annoncé à travers le porte-parole que son excellence Ali Bongo Ondimba a eu un malaise lors de son retour à Riyad. Monsieur Bongo était donc en Arabie Saoudite pour assister au forum économique de Future Investment Initiative. Il a été hospitalisé mercredi. Les médecins qui l'ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère due à une très forte activité ces derniers mois. On lui a prescrit du repos. Non, vous savez, tout ce qui se passe là-bas au Gabon remet encore sur la table la question de la santé de nos chefs d'État. On a vu la sortie du porte-parole du gouvernement à 2 reprises, c'est-à-dire d'abord de la fatigue légère à la fatigue intense, ce qui quand même présuppose qu'il y a quand même quelque chose qu'on veut cacher. Donc c'est dire que jusqu'à l'heure où on rentrait sur ce plateau, c'était quand même difficile, du moins d'avoir la certitude que le président Ali Bongo est vivant ou bien il est mort. Mais j'ai vu certaines dernières images prises en direct depuis là où il suit les soins à l'hôpital, à Riyad, entouré de sa famille et autres, pour dire que bon voilà, monsieur Ali Bongo est bien vivant. Bon, voilà, aussi il y a les réseaux sociaux qui ont quand même contribué à amplifier. Mais les réseaux sociaux tuent très vite les gens. Oui, justement, parce que ce n'est pas la première fois que ces genres d'annonces circulent sur la toile. Mais en gros, c'est dire que, bon voilà, nous sommes les chefs d'État, aussi bien comme les citoyens, nous sommes tous des humains, et que, bon voilà, il peut arriver qu'il y a des questions de la santé. Surtout que comme eux, ils sont au devant de la scène, ce sera quand même toujours bien qu'on puisse quand même donner de très bonnes informations aux citoyens sur leur état de santé. David, Johannes a posé la question même de l'état de santé des dirigeants. Il y a une omerta sur le continent sur cette question-là. Oui, malheureusement, oui. C'est terrible qu'en Afrique, on refuse de communiquer sur l'état de santé des chefs d'État. Oui, mais en Afrique, c'est quand même assez criard. C'est ce qui... Non, au moins en France, au moins aux États-Unis. Chaque 6 mois, il y a un bilan. Il y a un bilan établi par qui? Non, au moins il y a un bilan qui est présenté. Aux États-Unis, si Donald Trump est malade, un peu partout en Afrique, vous aurez ça tous les jours. Non. Aux États-Unis, si le président américain est malade, les Américains, les autres ça dépend du degré de la maladie. Qu'il est malade. David, ça dépend du degré de la maladie. En Afrique, c'est terrible. On a vu des chefs d'État malades, ils étaient même morts. On a refusé d'annoncer leur mort. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'en annonçant la mort, le décès de ce chef d'État, les choses vont bouger. Ça s'est passé au Togo en 2005. On est d'accord? Alors, c'est extraordinaire. Le chef de l'État n'appartient pas à une seule famille. À partir du moment où il est élu président de la République, il appartient à tout le pays. Il n'appartient plus à sa famille politique, à sa famille biologique. Non. Et donc, s'il est malade, qu'on ait l'honnêteté de dire au Gabonais on peut quand même pas exposer. Est malade. Ça, c'est s'il est malade, qu'ils le disent au moins. S'ils ne le disent pas, ça crée cette situation. Oui, voilà. Vous avez vu depuis vendredi soir ou samedi comment les toiles se sont enflammées. Tout le monde va jusqu'à donner toutes les informations qu'il a à sa disposition. Alors, qu'attend le gouvernement gabonais pour dire la sortie du porte-parole du gouvernement? Au départ, on avait parlé de petite fatigue. Samedi, moi, je l'écoutais, il parlait de petite fatigue. On est d'accord. Mais après, hier, on parlait d'autres choses. Et le prince Salman, voilà, a rendu visite à un président africain qui est victime d'une petite fatigue. Mais quand même, il faudrait qu'en Afrique, on comprenne que
l'omerta ne doit plus être imposée sur l'état de santé de nos chefs de l'État. De nos chefs d'État. C'est des humains. Ils peuvent être victimes d'une quelconque attaque cérébrale. Ils peuvent rendre l'âme à tout moment. Il ne faut pas attendre que le pire arrive avant que le peuple ne soit informé. C'est extraordinaire. Non, moi je ne pense pas que les choses doivent être appréhendées de cette façon. Vous savez, la maladie c'est quelque chose de privé. Hein. Tu peux beau être un homme public, la santé c'est avant tout quelque chose de privé. Oui, mais quand on sait par exemple que dans les conditions d'accession au pouvoir, on exige un état de santé parfait. Vous voulez avoir le bilan, non? Un état de santé parfait. Vous voulez avoir le bilan, on vous a donné ça. Tous ceux qui, les présidents occidentaux et tout ça, là, ils sont malades. C'est des malades qui cachent leur maladie et qui trimballent cela. Vous voyez, non? Mais, sauf qu'on ne peut pas, c'est quand même normal. Vous savez, il y a certaines maladies qu'on trimballe pratiquement toute une vie. Hein? Chez nous, on dit Ouda Oudamou ou Aklasso. Ça veut dire Aklasso, même comme ça. Au point où l'organisme s'habitue à la maladie, là, et c'est pas ça qui va tuer celui qui a ça. Mais dans le cas du Gabon, il y a quand même quelque chose d'assez qu'il faut peut-être analyser quand on dit que le président a eu un malaise et qu'il est hospitalisé depuis des jours. Vous voulez qu'on vous dise que le président souffre de l'hernie ou du trucelle ou quoi là? Non, on n'attendait pas à cela. C'est ce que je vous dis. La maladie du chef de l'État, c'est avant tout la maladie de tout un homme. Chacun cache son bilan. Chacun cache son bilan de santé. Chacun cache sa maladie qu'il traîne. C'est tout à fait normal. Et souvenez-vous, un chef d'État qui est donné pour malade. Vous voyez ce que les spéculations... Il y en a qui sont malades, mais qui s'accrochent au pouvoir. En Algérie, tous qui sont malades. Au Cameroun, Paul Biya passe tout le monde est malade. 8 mois en Suisse. Tout le monde est malade. Tout le monde a quand même une maladie. C'est pas ça qui va les tuer. Laissons ça de côté. Mais ce qui se passe ici, c'est un problème plus crucial que ça. Le chef d'État en soi, c'est une institution. Et quand une institution de la République s'effondre, vous voyez ce que ça peut donner, surtout quand nous sommes dans des régimes non stables, comme les régimes africains. Il faut toujours prendre les précautions. Il faut couvrir les arrières d'abord. Il faut couvrir les arrières. Non, sinon le pays va basculer dans de l'incertitude totale. La mort d'un chef d'État, c'est un saut dans le... Oui, mais là vous évoquez quand même un sujet. Vous évoquez un sujet que la Constitution règle déjà. Ces éventualités sont prises en compte dans la Constitution. On prévoit le mécanisme pour gérer ces après-là. C'est maintenant que nous sommes en Afrique, c'est maintenant que nous sommes en quête de ça. Moi, dans la plupart des pays, surtout francophones. Bon, on est dans un pays où on a déjà connu ça. La Constitution prévoit un cas de figure. Simplement, la Constitution prévoit un cas de figure. Il y a un cas de figure. On aurait simplement respecté le cas de figure. Si c'est pas facile, autant ne pas le notifier dans la Constitution. Puisque la Constitution est au-dessus du pouvoir présidentiel. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais si c'était facile, pourquoi c'était pas fait? Oui, mais ça ne doit pas être comme ça. Non, oui. Autant ne pas le mettre dans la Constitution. Autant enlever cet article, autant dire que les lois qu'on respecte difficilement, il vaut mieux les prévoir. Il vaut mieux toujours légiférer. Un jour, une génération va s'habituer à cela et va l'appliquer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une question de temps. Au moment où Eyadema mourait, on n'était pas dans la démocratie. C'est ce que les gens ont oublié. Nous n'étions pas dans la démocratie. Pourquoi vous voulez qu'on applique les règles d'un État dans lequel on ne se trouve pas? Non, ce n'est pas possible. Eyadema affirmait haut et fort que il a amené la démocratie au Togo. Sauf que le système à l'époque, en Afrique à l'époque, que ce soit au Togo, au Gabon, au Cameroun, un peu partout, ce n'est pas la démocratie, David. Nous sommes en train de conquérir, de bâtir la démocratie. Restons quand même dans le cas gabonais. Restons dans le cas gabonais. C'est pour dire rapidement que quoi? C'est pour dire que c'est par après
qu'on s'habituera à des pratiques démocratiques. Il y a des pays qui se sont un peu habitués plus vite que d'autres. Si nous prenons le Ghana, par exemple, Attamis il est décédé en plein ça s'est mandat. passé. Au Nigeria, Oui, ça s'est passé. Oui, ça s'est passé facilement. Vous voyez, c'est pourquoi je dis des pays francophones. Les pays anglophones ont un peu partout. Quelques pays francophones. La plupart. Quelques pays La plupart. francophones. Tu vas me donner quoi? Le Bénin? Le Bénin où Talon fait juger des gens n'ont pas encore eu un président. Non, il faut me donner l'exemple démocratique. On va rester au Gabon. Il reste dans le cas du Gabon. Ce qui est sûr, c'est que quand on nous sort la thèse de la fatigue, c'est difficile d'y croire. Oui. Non, pourquoi? Parce que Attendez, pourquoi? Le coup de fatigue. Oui, non, on a tous suivi, le porte-parole du gouvernement qui a quand même dit par rapport à ces agendas diplomatiques très très chargés et même des réformes à faire à l'intérieur. Donc le président vraiment était... Mais ça donne l'impression comme si le président était tout seul, il faisait tout, qu'il n'y a pas d'autres personnes. Oui, je concède que le chef de l'État, d'accord, peut être fatigué. Mais toutefois, dans ce qui... est fatigué. Oui, justement, même nous-mêmes ici. Voilà, exactement. Ce n'est pas le même agenda. Mais quand même, j'ai la conviction que... Mais ce n'est pas la même assistance médicale. Le président, exactement, qu'il y a toujours quelque chose qu'on nous cache dans le cas gabonais. Tout le monde est d'accord. Mais il y a des chefs d'État que vous voyez comme ça. Il y a certains qui sont vraiment réticents au sein, qui n'aiment pas, pas se plier à ces quoi. Vous avez vu, il y a un chef d'État africain, il est parti en Occident, il s'est fait consulter, on lui a dit là ce qu'on va vous faire, il a refusé. Il est revenu quelques temps après, il est mort. Non, mais vous voyez, non, ça se passe. Parce qu'il y a certains qui pensent que, d'ailleurs, le soin qu'on va leur prodiguer, va leur apporter. Et puis d'autres qui ont des croyances bizarres aussi. Vous savez, jamais. Mais Adema refusait des soins. Il avait dit qu'il n'a jamais été piqué. Il n'a jamais été, je ne sais pas, mis sous sa prison. C'est difficile à croire. C'est difficile à croire. Il y a des gens naturellement. Le cas de le cas de Bongo interpelle véritablement. Vous savez à quelle période Bongo aurait pu être fatigué légèrement, comme son porte-parole, le porte-parole du gouvernement dit, c'était après les élections présidentielles, avec cette histoire de Haut-Togo là, où on avait vraiment senti Bongo sur tous les fronts. Il a parcouru tout le pays, il a fait ce qu'il allait faire comme déplacement à l'extérieur, etc. Et donc à cette période, si on avait parlé de fatigue légère ou intense, on comprendrait. Que Bongo ait une fatigue intense ou légère, je pense que il faut quand même lever le voile sur ce mythe-là de l'état de santé des présidents africains. Et ça fait drôle d'apprendre qu'un chef d'État en exercice ait une fatigue légère et accepte de se faire hospitaliser en Arabie Saoudite. Il aurait pu rentrer à Libreville puisque c'était une fatigue légère. Il aurait pu rentrer à Libreville et ça ferait comprendre aux Africains et aux Gabonais que le chef de l'État a confiance aux établissements sanitaires de son pays. C'est le même Bongo là qui a amené la neige à Libreville en décembre dernier. Il a amené le Père Noël vivant depuis comment on appelle le pays là voilà, depuis avec le chariot, le cerf, la neige et à des milliards de francs. Et ce même Bongo n'est pas capable de se faire soigner une petite fatigue. Il y a deux choses. C'est ça aussi. Si on s'intéresse réellement, on nous a parlé de fatigue légère et puis fatigue qui est devenue... C'est quoi? Les médecins gabonais sont si nuls qu'ils ne peuvent pas traiter la fatigue d'un médecin? Le système médical gabonais peut être compétent, mais le chef de l'État peut ne pas avoir confiance. Pourquoi? Ça c'est grave. Ça c'est grave. Bien sûr, c'est pourquoi je vous dis, c'est que l'instabilité politique que nous avons en Afrique fait faire ça. Ça fait que les chefs d'État n'ont pas tout à fait confiance. Ce qui fait que des maladies qui peuvent se voilà, ils préfèrent plutôt être entre les mains des médecins qui n'ont pas d'intérêt direct à le voir partir. Vous voyez, non? C'est ça. Mais il y a ce problème fondamental. Il y a aussi le problème, c'est vrai aussi, que du niveau du système
médicale même. Et pourquoi ne pas se battre pour Oui, c'est avoir ce que je dis. C'est un problème global. Oui. C'est un problème global. Il y a la question du système sanitaire en lui-même, avec manque d'outils, manque voilà, et manque de personnel qualifié aussi. Il y a aussi le fait que les chefs d'État même n'ont pas confiance en leurs centres médicaux. Et ils laissent leurs compatriotes aller se faire soigner en mourant, oui, les laissant mourir. Toi, David, dans les centres hospitaliers. Toi, David, beaucoup de gens n'ont pas, en tout cas, tu n'as pas plus de gens qui ont intérêt à te voir partir qu'un autre, quoi. C'est ce qui arrive souvent. Et donc, ils préfèrent plutôt aller à l'extérieur. Voilà. Mais il faudrait qu'on arrive à un point où on cultive réellement cette confiance. Pourquoi les Français ne viennent, les Français ne viennent pas se faire soigner? Oui, c'est parce que c'est vrai qu'eux aussi ils se font soigner ailleurs. Hein. Après, c'est quand on il y a des systèmes. Je pense quand même que l'Afrique, les pays africains qui sont conscients, on a vu comment l'Afrique du Sud a développé ces établissements quand les chefs d'État on a vu un peu aussi dans les pays anglophones, à Accra, à Lagos, je crois qu'on venait même de Talon. Voilà. Mais le Gabon a quelle référence? Le Gabon a quelle référence hospitalière? Il y a certaines références qui se font soigner là-bas. Oui, mais quand même, il y a des références. Les chefs d'État et beaucoup de personnalités se font soigner au Maroc. Ouais. Mais le roi était malade la fois dernière, il a un problème cardiaque, c'est en France, il s'est parti se faire soigner. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Quelqu'un d'aller se faire soigner dans un centre où il n'a pas confiance. Pourquoi il n'a pas confiance? C'est lui qui dirige le pays. C'est lui qui est élu. C'est lui qui forme les compétences universitaires. Et vous n'avez pas confiance, c'est qui est sûr. Oui, calmez-vous, s'il vous plaît. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas 100% faire confiance à la déclaration du porte-parole de la présidence. Oui, ça, tout le monde l'a dit. D'autant plus que ce porte-parole, Samuel, ce porte-parole ne s'est pas levé pour faire la mise au point lui-même. Il a entendu à ce qu'une presse, à ce qu'un journal, camerounais, non, saoudien, qui révèle premièrement l'agence de presse. Voilà, et c'est en ce moment où eux, ils viennent, donc on voit que c'est des médecins après là, ils viennent réparer Non, comme mon confrère vient de le dire, c'est que ce que dit le porte-parole du gouvernement cache quand même la réalité profonde de ce qui se passe, d'accord? Que cette fatigue légère qui est devenue à un moment donné sévère, d'accord? Je me dis que vraiment on ne peut pas croire à ça. La question, le problème dont souffre le président gabonais est plus sérieux que ce qu'on nous annonce. C'est vrai, comme Dumas est en train de le dire, par rapport à l'instabilité qui règne au sein du pays, il faut tout faire pour que l'institution ne se fonde pas. Quand peut-être que les gens, l'opposition, je ne sais pas, va apprendre que le président est gravement à terre, peut-être que ça va donner lieu à d'autres mouvements. D'accord. Donc, même dans le sérail, on va observer la pause. On suit le journal et on revient après.